Eh bien, on va débuter cette conférence. Et, on a le plaisir de recevoir Francis Audier. Francis Audier, donc, qui a été président pendant des années de France Nature Environnement à Grenoble, qui maintenant opère sur la région. Et bien, aujourd'hui, on va parler de ce qui touche toute la partie photovoltaïque et méthanisation et dans ces enjeux écologiques. Alors, un grand merci pour vous. Et puis, on laisse la parole à Francis. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler d'un sujet immensément vaste qui est la question des énergies renouvelables et puis de leurs enjeux environnementaux. L'énergie, c'est un bien vital. Hein. Notre société ne peut plus fonctionner sans énergie et en même temps, on a besoin de protéger l'environnement. Donc c'est cette conciliation qui va être un peu au cœur de l'exposé que je vais faire maintenant. Donc je fait un focus sur deux technologies d'énergie renouvelable, le photovoltaïque et la méthanisation. J'expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi ces deux-là. C'est un exercice un peu de synthèse d'évoquer les grandes problématiques que l'on rencontre sur ces sujets-là. Et puis, vu du sol, c'est aborder quelques sujets ponctuels. C'est ce que j'avais appelé après, en deuxième partie d'exposé, des points de controverse, qui sont des questions particulières qui expliquent que ces sujets-là soient si difficiles et ne soient pas si consensuels, alors que en théorie, tout le monde est d'accord pour développer les énergies renouvelables. Simplement, quand on rentre dans le détail des projets, ça devient plus compliqué et il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, quelques mots courts de présentation pour vous dire comment je me suis formé sur ces questions-là, sachant que moi, je ne suis pas énergéticien, je reste non spécialiste, un amateur éclairé, parce que j'ai étudié ces dossiers, et engagé pour la nature et l'environnement, c'est-à-dire que je vais parler avec un parti pris, quand même, qui est aussi la défense de la nature et de l'environnement. Donc, j'ai démarré sur ces sujets il y a une quinzaine d'années. La première étude un peu sérieuse que j'ai faite, c'est en tant que conseiller municipal à Crolles en 2009, où on a esquissé un plan climat, et moi j'avais voulu militer pour qu'il y ait un investissement massif de la commune sur l'énergie photovoltaïque, et donc j'avais essayé de calculer un peu la surface dont on aurait besoin, calculer l'investissement et montrer que à l'échelle de la commune, on pouvait investir des sommes importantes mais qui étaient faisables et qui permettaient de franchir une marche importante en matière de production d'énergie photovoltaïque. Un lycée agricole à côté de Chambéry, et c'était une visite très, très intéressante, et ça, on était un peu tous repartis avec l'idée que la méthanisation, c'était quand même un sujet à creuser, parce que ça présente de nombreux avantages. Après, je vous passe un peu toutes les années, je ne vous raconte pas ma vie, mais l'année dernière, en 2022 et 2023, j'ai participé à des groupes de travail organisés par France Nature Environnement au niveau régional, où on a réfléchi collectivement à notre positionnement associatif, d'abord sur la méthanisation, et puis ensuite on a fait un peu le même travail sur le photovoltaïque. Sur la méthanisation, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a fait ça avec l'ADEME et un groupe de travail où il y avait tous les partenaires, tous les organismes institutionnels, la Chambre d'agriculture, GRT Gaz, la région, le département, les directions départementales du territoire du département, donc des gens qui ont en charge finalement tout ça. On a visité des sites et on a produit un rapport qui fait
finalement, qui donne un peu les conditions de bon usage de la méthanisation. Sur le photovoltaïque, c'est un peu plus compliqué, donc on a mis un groupe de travail en place, on a établi une note de positionnement, mais là, mon autre implication, c'est en juillet dernier, je participe au niveau associatif à la rédaction d'un recours au tribunal administratif contre un projet de centrale photovoltaïque. C'est un projet qui se situe dans les bois de Grignan, c'est une commune de la Drôme. Donc autant je vais vous dire tout le bien que je pense de l'énergie photovoltaïque, autant je suis impliqué dans un recours contre un projet PV, ce qui montre aussi la complexité de cette affaire et qu'il va falloir étudier tout ça. Alors, sur les deux sujets qui nous intéressent, donc je vais essayer de faire un peu des rapprochements, tantôt en parler ensemble, tantôt faire un focus sur certains des sujets. Sur ces deux sujets, on a beaucoup de sources, c'est des questions qui sont très documentées. Il y a beaucoup de points de convergence, c'est-à-dire où en fait on est d'accord, nous, association de défense de l'environnement, on va trouver des points d'accord avec la Chambre d'agriculture, avec la préfecture, avec l'ADEME sur un certain nombre de points. Et puis il y a aussi des sujets de controverse. Donc vous avez les organismes officiels qui sont mentionnés ici, qui ont travaillé sur le sujet. Et puis il y a des associations spécialisées qui fournissent aussi beaucoup de matière. Là, j'en cite que deux. Il y a Negawatt qui a produit des scénarios, c'est-à-dire c'est des travaux de prospectif pour dire comment on pourrait sortir des énergies fossiles. Et donc ils ont notamment étudié quelle part, d'après eux, devrait être et pourrait être sur le solaire et la méthanisation, puis d'autres énergies renouvelables aussi. Et puis il y a Solagro, qui est une ONG spécialisée dans l'agronomie et qui a étudié le potentiel de la méthanisation. Et je cite aussi la mission régionale de l'autorité environnementale, qui est un organisme public, mais c'est une autorité indépendante qui publie des rapports sur les projets et c'est une très bonne source. C'est vraiment des rapports sur lesquels, en tant qu'asso environnementaliste, on s'appuie souvent. Alors, je passe sur le contexte, qui est le réchauffement climatique, pourquoi on a besoin de sortir des énergies fossiles, mais il faut savoir que c'est quand même en toile de fond, mais j'imagine qu'ici, on a un public informé de tout ça. Donc, c'est une histoire d'émissions de gaz à effet de serre, donc il y a bien sûr le CO2. Je vais parler un peu plus du CH4, c'est le méthane, puisque dans la méthanisation, il est au cœur du sujet. Alors l'effet du réchauffement climatique, ça produit les deux phénomènes inverses, les problèmes de sécheresse et les problèmes de précipitations extrêmes qui sont parfois trop abondantes. Et donc ça c'est notre contexte. Donc ce contexte-là, il dit qu'on a besoin de faire des énergies renouvelables et il va falloir étudier si on peut faire ça sans trop de dommages pour l'environnement. Voilà le sujet. Alors, pour compléter quand même sur le contexte, j'ai pris juste que 2 planches pour rappeler, parce que je pense que ça ne fait pas de mal, il faut un peu insister lourdement sur ce point-là. Le réchauffement climatique, on en entend parler comme une perspective, mais il faut savoir qu'il est quand même déjà très présent et que les chiffres mesurés dans notre région, c'est supérieur aux prévisions qui sont faites au niveau mondial. Au niveau mondial, on entend dire qu'il faut limiter le réchauffement à, on va dire, plus 2 degrés, plus 1,5 si on est optimiste et très hypocrite, plus 2,5 ça serait bien. Au niveau de la région, on y est déjà en fait. Il faut savoir qu'au niveau de la région, on est déjà à plus 2 degrés en fait par rapport à des périodes de référence. Alors, ça a des conséquences déjà effectives et qui vont l'être encore plus dans les années à venir sur les sujets qui nous intéressent.
Donc ça a des impacts sur la biomasse forestière et sur la production agricole, quand il fait trop chaud, quand il y a trop de sécheresse, etc. Et la méthanisation, elle est en lien direct avec la production agricole. Alors ça a des impacts sur les besoins en énergie parce que finalement ça augmente la consommation d'énergie l'été, donc ça augmente le besoin en énergie renouvelable si on veut décarboner, donc ça nous rajoute une couche en termes d'ambition. Impact sur les rendements des installations photovoltaïques. Quand il fait trop chaud, le rendement baisse. Donc c'est pas de chance, mais c'est quand même la configuration dans laquelle on est. Et puis, impact sur les cours d'eau, l'hydroélectricité. Je ne vais pas vous parler du nucléaire, mais ça a aussi un impact sur le nucléaire. Et donc, tout ça complique le contexte. Ça, c'est la courbe. Donc, moi, j'ai émigré, je ne suis plus en Isère, je suis dans la Drôme. Donc, ça, je suis proche de Montélimar. C'est la courbe des températures depuis les années 60 avec les écarts à la moyenne, et c'est une visualisation très simple et factuelle finalement du réchauffement qui est déjà en cours et extrêmement engagé en fait, hein. Donc ça c'est vraiment à avoir en tête. Alors par rapport à ça, je vous disais que tout est très bien documenté. Il y a un organisme qui est intéressant au niveau régional, ça s'appelle l'ORSAE, Observatoire régional climat, air, énergie, qui fournit tout un tas de statistiques autour du climat et autour de la production et de la consommation d'énergie. Donc cet organisme, il a évalué les puits de carbone. Ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est le carbone qui est stocké dans les sols, le carbone qui est stocké dans les forêts, dans les prairies, et il fait la différence entre ce qu'on émet en gaz à effet de serre au niveau de la région et ce qu'on stocke, et donc ils estiment qu'on est émetteur net, donc rien qu'au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, on émet des gaz à effet de serre. Donc sur notre périmètre, on a des efforts gigantesques à faire pour réduire ces émissions-là. Alors, le premier bémol qu'il faut apporter à ces calculs qui sont faits, c'est que la notion de puits de carbone, elle n'est pas si simple, et il faut aussi la mettre en discussion, en particulier pour bien distinguer les stocks et les flux de carbone. Donc les forêts, les prairies, les sols agricoles, c'est surtout des stocks. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les flux. C'est est-ce qu'on augmente le carbone dans l'atmosphère, ou au contraire, est-ce qu'on capte le carbone dans l'atmosphère? Et là, il faut voir que ça va dépendre de la croissance forestière, ça va dépendre des pratiques agricoles. Et par exemple, le stockage du carbone par les forêts, il est bien parce que la forêt en France, elle est récente, elle est relativement récente à l'échelle de la forêt, c'est-à-dire que les surfaces forestières ont beaucoup augmenté, les forêts sont plutôt en croissance, donc la forêt stocke du carbone. Mais dans l'absolu, c'est un phénomène temporaire, parce que tôt ou tard, le carbone stocké dans le bois, il va à nouveau s'échapper, soit par le bois mort qui va se dégrader naturellement dans la forêt, soit par le bois stocké. Un jour ou l'autre, vous aurez un incendie, le bois va être recyclé, brûlé, etc. Donc en fait, cette notion de puits de carbone, il faut un peu la prendre avec un certain détachement. Pour les sols agricoles, et là j'introduis directement un des sujets liés à la méthanisation. La capacité de stockage du carbone dans les sols dépend directement de la récolte, des pailles. Est-ce qu'on les exporte ou est-ce qu'on les laisse sur le sol? Et c'est un des points qu'on trouve en discussion dans la méthanisation. Donc voilà, ça c'est pour voir que sur le sujet qui nous intéresse de la lutte contre le réchauffement climatique, on parle beaucoup
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi inclure dans la réflexion la partie stockage, stockage du carbone, et qui est un phénomène en fait aussi complexe. Alors là, je vous ai fait un résumé, un panorama de quoi on parle quand on dit on va s'intéresser aux enjeux environnementaux des énergies renouvelables. Alors, je vous ai parlé des émissions de gaz à effet de serre, j'y reviens pas. Le deuxième sujet, c'est la qualité de l'air. Quand on utilise de l'électricité, on pollue moins l'air que quand on utilise du diesel. Donc, dans nos sociétés, il y a en France et dans beaucoup de pays, il y a un problème sur la qualité de l'air. C'était le sujet de la conférence que j'ai fait l'année dernière ici à l'Albanc. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avec les énergies renouvelables, on travaille aussi à l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, ça peut être vrai sur certains polluants. Par exemple, les oxydes d'azote qui sont beaucoup émis par les carburants issus de la pétrochimie, mais vous avez le problème de la méthanisation peut induire des émissions d'ammoniac. Ça, c'est un nouveau, c'est un polluant en fait issu du milieu agricole dont on peut ne pas se défaire avec la méthanisation. Ensuite, on va parler des eaux. Est-ce qu'on impacte ou pas les stocks d'eau? Est-ce qu'on peut polluer les eaux? Et là aussi, sur la méthanisation, on a eu des accidents qui sont des installations défaillantes. La conséquence, c'est de la pollution des eaux. Donc sur nos sujets, on va s'intéresser aux effets sur l'eau. Un gros sujet sur les sols. J'aurais pu résumer ou centrer l'exposé sur énergie renouvelable et préservation des sols. Donc là, on est dans la continuité de la conférence qui vient de se dérouler là, par Terre de Liens. Donc sur les sols, il y a plusieurs sujets. Il y a la préservation de l'usage des sols, c'est ce qu'on va appeler les surfaces des sols pour les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ça renvoie au classement, j'allais dire officiel, dans les documents d'urbanisme. Il y a le fait de conserver des sols non imperméabilisés, en fait. Donc il y a le débat sur qu'est-ce que va être un sol artificialisé ou imperméabilisé, ça c'est un point. Et puis il y a la question de la matière organique dans les sols. Ensuite, les autres enjeux environnementaux, tout ce qui est biodiversité, les habitats, les paysages. Les paysages, c'est une extension finalement des habitats, la faune, la flore. Et puis les micro-organismes dans le sol, la méthanisation, c'est la dégradation de la matière organique par des micro-organismes. La vie du sol, c'est quelque chose d'extraordinaire qui conditionne tout le début de l'agriculture. Donc sous le terme biodiversité, d'une manière générale, on entend la faune, la flore, mais dans notre sujet, il faut vraiment y inclure les micro-organismes, la vie du sol. Et puis, on a beau s'intéresser à la nature et à l'environnement, on ne peut pas se désintéresser des enjeux sociaux parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'écologie si on ne traite pas un certain nombre d'enjeux sociaux, notamment des questions d'équité sociale, ce qui renvoie par exemple à la question de la structure de la propriété foncière, la place du capital dans la société. Et ça aussi, c'est un des sujets qu'on rencontre avec les énergies renouvelables qui sont gourmandes en capitaux et donc qui peuvent conduire à renforcer l'intensité capitalistique des exploitations agricoles. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des consensus. Donc là, je vous donne un certain nombre de consensus qui, à mon avis, existent. Quand on rencontre des gens avec qui on n'est souvent pas d'accord, par exemple à la Chambre d'agriculture ou un syndicat agriculteur majoritaire, on va arriver peut-être à se mettre d'accord sur un certain nombre de points ici. Je ne vais pas
tous les lire. Il y a des points liés à l'énergie. Il faut baisser la consommation d'énergie. Il y a la part des énergies renouvelables dans les énergies qui doit considérablement augmenter. Et puis, il y a beaucoup de consensus aussi sur des choses qu'il faut faire qui sont un peu en dehors du périmètre, notamment sur la réduction de la consommation de protéines animales, la réduction de la taille du cheptel, réduire les gaspillages tout au long des chaînes agroalimentaires, et le fait qu'il faut généraliser l'agroécologie. Vous interrogez le ministre de l'Agriculture, il va vous dire oui, je suis d'accord, il faut réduire, il faut augmenter l'agroécologie. Donc en théorie, il y a des consensus là-dessus. Après, c'est dans les cas concrets, sur les choix politiques au quotidien, que viennent les désaccords. Mais il me semble que c'est quand même important de dire que d'un point de vue théorique, on est un peu d'accord sur ces points-là, c'est qu'ils vont directement télescoper notre sujet. Par exemple, la méthanisation, au début, quand on a développé la technologie, partout dans les discours qui présentaient la méthanisation, on disait ça permet de traiter les effluents d'élevage. Et c'était le principal bénéfice attendu de la méthanisation. Ça permet de récupérer les effluents d'élevage, en produire du gaz et éviter que le méthane soit perdu. Très bien. Simplement, quand on fait un peu de prospective, on voit qu'à côté de ça, il faudrait aussi réduire la taille de l'élevage. Donc d'emblée, on voit que le potentiel finalement de cette technologie n'est pas immense parce qu'il repose sur quelque chose qu'on doit pouvoir faire diminuer. Donc je déflore un peu la suite, mais comme ça c'est bien pour camper finalement des éléments de problématique. Bon, là je vais passer. Donc je vous ai dit que la mission régionale de l'autorité environnementale a étudié le sujet. Donc ils font un rapport annuel où ils font un bilan de tout ce qu'ils ont vu sur les projets examinés dans l'année. Et eux sont assez critiques et permettent déjà d'identifier quelques problèmes qu'on retrouve de manière très générale. Alors le seul point important, c'est je vais dire que ça, c'est l'utilité publique n'est pas optimisée. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des approches au coup par coup, mais si on s'intéresse à l'intérêt général, c'est-à-dire est-ce que c'est bien conçu pour la société, eh bien non, on va se dire ce n'était pas ce projet-là qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on fait des projets qui sont intéressants ponctuellement, c'est-à-dire du point de vue de celui qui a transformé sa friche ou du point de vue de la commune qui a investi pour faire une centrale photovoltaïque. De leur point de vue, c'est intéressant. Du point de vue un peu plus large de la société, quand on se dit j'ai investi 10 millions, est-ce que c'est le meilleur usage que j'ai fait de ces 10 millions-là? Et bien là, on voit que c'est pas forcément on n'a pas forcément fait des bons choix. Alors il y a par exemple un des sujets qui est soumis ici, les projets soumis à évaluation environnementale. Donc ça, c'est les projets que voit cet organisme-là, sont situés dans les zones de moindre consommation électrique. C'est ballot, on produit de l'énergie, pas à l'endroit où on la consomme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transporter l'énergie, donc l'électricité, ça se transporte, mais quand même, vous avez des pertes pendant le transport. Donc ça, c'est par exemple un critère d'optimisation publique, c'est essayer de voir comment on peut produire l'énergie au plus près des zones de consommation. Voilà, bon, je passe ça, c'est si je renvoie les... Alors, pour la transition énergétique, mieux vaut pas trop compter sur toutes les énergies renouvelables. Là, c'est un panorama qui est lapidaire, on peut contester chacun des items, mais je voulais expliquer pourquoi, à mon avis, le solaire et la méthanisation ont une place particulière à avoir dans notre débat. Bon, l'hydroélectricité... Il y a la production, il y a des statistiques, je vous épargne la statistique. La production, elle est en baisse régulière depuis les années 2000. On peut maintenir la production en faisant des améliorations, mais il n'y a pas un potentiel de développement énorme. Les éoliennes terrestres, c'est pas facile, tous les projets sont contestés. Quand on cherche quels sont les bons projets en Rhône-Alpes, on a du mal à avoir des réponses. L'éolien offshore, ce n'est pas pour nous.
Le bois énergie, le bois, tout le monde veut utiliser le bois. On nous dit qu'il faut faire du bois d'œuvre. Ensuite, on nous dit qu'il faut garder les forêts pour stocker du carbone, il faut garder les forêts pour faire de la biodiversité. Si on utilise le bois pour faire l'électricité, ça a un rendement minable, donc il vaut mieux éviter ça, etc. Donc le bois énergie, c'est très bien, mais on ne va pas aller très très loin avec ça. Les biocarburants, on espérait s'en être un peu débarrassé parce qu'on avait en fait des maisons individuelles, mais ça ne résout pas le problème du besoin d'électricité ou du besoin d'énergie pour les machines, pour la société industrielle que l'on est. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il va nous en rester deux qui sont vraiment que je mets en tête d'affiche. Et pour être tout à fait honnête, il faut afficher ses convictions. Et moi, j'ai un faible pour le photovoltaïque, dont je pense que le potentiel est bien plus intéressant que la méthanisation. Alors pourquoi ces deux énergies, on les met en tête d'affiche? Qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, finalement, d'avantage? Alors, dans les deux cas, on est dans des technologies éprouvées. Donc, je ne vous fais pas le coup de la fusion nucléaire en vous disant « rassurez-vous, ça va marcher dans 10 ans, ça va marcher dans 20 ans ». Non, là, ça marche déjà aujourd'hui. Ensuite, on peut en installer, pas partout, mais presque partout. Hein, et il y a énormément de sites où on peut en mettre. Donc, c'est une énergie qui est disponible dans beaucoup d'endroits, avec des gisements qui paraissent vraiment renouvelable. Le soleil, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ensuite, les résidus végétaux, je ne l'ai pas mis en vert parce que ça, c'est plus un point de discussion. Mais du point de vue des promoteurs de la méthanisation, le gisement, il est énorme et infini. Ce sont des énergies pour lesquelles on peut faire des installations modulables à différentes échelles. C'est ce qu'on appelle scalable. Je peux faire une toute petite installation qui me produit 10 watts. Je peux faire une immense centrale. Donc ça, quand même, pour faire de l'optimisation aux besoins des territoires, aux besoins des lieux, c'est assez précieux. Et ça, accessoirement, vous ne trouvez pas ça sur toutes les autres énergies. C'est de l'énergie qu'on peut transporter. Le gaz, ça se transporte à peu près facilement. Il y a un réseau qu'on peut réutiliser, l'électricité aussi. Ça devient rentable, c'est-à-dire que maintenant, il y a des consensus pour dire, notamment au niveau mondial, que l'énergie solaire devient la moins chère que des énergies à produire. Et puis, il y a peu de polluants, d'émissions de polluants directs. Et des externalités négatives, c'est les dommages environnementaux qui sont plus faibles, en tout cas, que d'autres sources d'énergie. Voilà un peu pour le décor général. Alors maintenant, je vais passer séparément sur les deux sources. Donc sur le photovoltaïque, déjà, il faut un peu préciser de quoi on parle, parce que les problèmes ne vont pas être les mêmes selon les types de centrales. Donc là, vous avez différents types de centrales. Donc à droite, un parking d'entreprise. Donc ça, c'est une installation qui va être assez consensuelle. C'est-à-dire que là, c'est parking de ST à Grenoble. L'idée qu'il faut couvrir les parkings, je pense qu'on va se mettre assez rapidement d'accord sur le fait que c'est bien. En bas à gauche, centrale résidentielle. Donc ça, c'est plus expérimental, c'est nouveau. C'est aussi à Grenoble, c'est le quartier de la Presqu'île. Là, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut équiper des immeubles, alors que souvent les premiers panneaux qu'on a vus sur l'habitat, c'était sur des maisons individuelles. Là, on voit qu'il s'agit de franchir une marche, en fait, dans l'échelle. On peut le faire, c'est aussi intéressant. À droite, c'est une cité industrielle, enfin c'est Eon Motors, ils fabriquent des petites voitures, donc c'est un site industriel. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les PV ont été
imaginé dès la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont construit les immeubles, leurs ateliers, de telle sorte qu'on puisse mettre des PV. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi il faudrait aller, c'est intégration de la réflexion sur la production d'énergie dès la conception. Là, c'est optimum. En haut, le hangar gratuit, c'est un peu plus à discuter. Pourquoi j'ai mis gratuit? Parce que vous avez des vendeurs qui vont voir les agriculteurs en leur disant « T'inquiète pas, je fais un hangar, je ne sais pas si tu en as besoin, mais il ne te coûtera rien. » Donc en fait, si c'est un vrai hangar agricole, on rentre dans les cas dessous et ça devient intéressant. Simplement, on a vu un certain nombre de cas où c'était plus de l'optimisation fiscale qu'autre chose. Et donc ça attire l'attention sur un biais possible de toutes ces sources d'énergie. Dans tous les cas, il y a de l'argent public qui intervient, que ce soit de la subvention directe ou que ce soit du tarif de rachat. Et donc la question, c'est est-ce que l'argent public va être bien optimisé? Alors là, je vous ai mis quand même des centrales PV qui sont plutôt consensuelles. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué, plus discutable. Donc là, c'est l'agriculture industrielle qui s'équipe, en fait. Donc il y a un peu deux cas de figure. Vous avez des serres qui sont équipées en masse de photovoltaïque. Et puis à droite, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, qui est un sujet émergent. L'idée, c'est de couvrir des champs, des cultures, notamment en arbo ou en vigne, pour faire de l'ombrage. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que le PV va encourager comme modèle agricole? Donc est-ce que nous, en tant qu'association environnementaliste, on a envie d'encourager ça? Voilà. Ben ça, ce n'est pas l'image de l'agriculture paysanne, respectueuse de l'environnement. Finalement, les serres ici, c'est un milieu artificialisé. Donc du point de vue du point de vue légal, ça va être classé en espace agricole, mais on pourrait le classer en espace industrialisé, en fait. Hein. Donc, c'est un des écueils qu'on pourra faire au photovoltaïque, ou en tout cas, c'est un des éléments de discussion. C'est une énergie qui ne va pas être neutre sur le modèle économique, sur le modèle sociétal que ça encourage, en fait. Et le cas de l'agrivoltaïsme, donc c'est émergent, donc je vais pas approfondir, mais c'est ce type de sujet que ça pose. Et le dernier point qui est beaucoup plus critique et auquel on va a priori s'opposer dans un certain nombre de cas, ce sont les centrales au sol. Donc les centrales au sol, où là on est directement en concurrence avec un usage agricole ou un usage forestier. Donc la grande photo, c'est un des plus grands parcs qui existent, c'est dans les Landes. Ça vous donne une idée du gigantisme. Hein. Celle-là, je dois avoir la surface qui est mentionnée à gauche. Ils n'ont même pas osé la mettre. Mais enfin, ça vous donne 900 000 panneaux, donc ça doit faire une centaine d'hectares à peu près. Hein. Donc, et là, on voit des panneaux qui sont réputés être au sol, donc on va avoir des discours optimistes, je vais dire, qui disent qu'on peut faire de l'éco-pâturage sous les panneaux, mais on voit bien que cette installation-là, avec un plot béton tous les 2 mètres, voilà une herbe qui risque, là en plus elle a peut-être été fauchée au glyphosate, je la trouve bien jaune, on n'est pas dans une compatibilité harmonieuse entre la nature ou l'agroécologie et le solaire. Alors, ce qui est dommage quand on voit ces centrales, c'est que vous avez plusieurs organismes, dont l'ADEME, dont l'ORSAE que je citais tout à l'heure, qui nous disent que les gisements sur surface artificialisée sont énormes et pourraient couvrir les besoins de
qu'on a identifiés dans les scénarios prospectifs, différents scénarios qui sont faits par l'État RTE, par l'ADEME, par Négawatt, vous avez plein d'associations qui ont fait des scénarios prospectifs. Ils convergent sur l'idée qu'il faut beaucoup développer le solaire, et quand on calcule, on estime, alors c'est des estimations à la louche qui sont contestables, mais dans les ordres de grandeur, il faut retenir qu'on a un potentiel immense sur des surfaces artificialisées. Et du coup, on peut se désoler que la loi de programmation de l'énergie, elle continue à programmer des surfaces importantes au sol, en fait. Et ça, c'est un des éléments de débat qu'il va y avoir entre le monde environnementaliste et puis les organismes publics. Alors, les incidences des centrales photovoltaïques au sol ne sont pas nulles. Et là, je reprends simplement en leur organisant un rapport officiel de l'ADEME qui étudie la compatibilité entre le PV et la biodiversité. Donc, on a des impacts sur les sols qui sont très importants, l'imperméabilisation, et puis ça modifie le sol, ça réduit l'activité biologique. Vous avez des incidences sur les microclimats, donc au sens où ça peut provoquer des îlots de chaleur. Donc ça, c'est pas gênant si on a une petite centrale, mais c'est des phénomènes qui risquent de devenir plus importants sur les grandes centrales. Donc à chaque fois, on a des sujets qui sont maîtrisables, plus ou moins maîtrisables selon la taille de l'installation. Photovoltaïque, ça a plein d'avantages, en fait. Champion mondial, il y a des statistiques de l'Agence internationale de l'énergie qui lui donnent un très grand potentiel et qui montrent comment ça se développe rapidement. Donc là, je vous mets tout un tas d'avantages. Souvent, un des obstacles qui est indiqué, c'est la notion d'intermittence. Dans les débats, j'allais dire, café du commerce ou sérieux sur les énergies renouvelables, on dit que c'est une énergie intermittente. En fait, bien sûr, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un obstacle qu'on est en train de franchir, ou en tout cas sur lequel on est moins avancé que la production d'énergie elle-même, mais ça n'a rien d'insurmontable. Notamment parce qu'on peut jouer sur la flexibilité de la demande. On n'est pas obligé d'avoir des supermarchés ouverts jusqu'à minuit, d'avoir des usines qui tournent jour et nuit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modes de vie et militer pour des modes de vie qui soient un peu plus respectueux de notre cycle solaire, par exemple, et ça limiterait le problème de l'intermittence. Donc ce commentaire-là me permet de souligner un point qui est important, qui est que pour développer les énergies renouvelables, ça ne peut se faire que s'il y a des évolutions connexes qui sont faites, qui sont des évolutions sociétales. Et puis, alors, l'autre obstacle qui est souvent donné, c'est que c'est la filière industrielle, on n'est pas autonome là-dessus. Ça, c'est très vrai. Simplement, là aussi, c'est un sujet politique qui n'a aucune raison de rester valide 107 ans. Bon, à partir de là, les inconvénients, je les ai un peu listés. Le grand problème, c'est que les grands opérateurs privilégient les centrales au sol. C'est-à-dire que ceux qui ont les fonds pour miser, pour investir, eh ben, eux vont au plus facile, quelque part. Et le plus facile pour eux, c'est de trouver un grand gisement foncier, une commune qui met à disposition des bois, un gros exploitant qui veut se retirer et qui loue des terres agricoles importantes. C'est des montages qui sont plus faciles à faire que aller démarcher 10 artisans, 10 petits industriels pour installer sur des sites déjà artificialisés. Donc ça, c'est l'obstacle, c'est la problématique foncière. Les sites sont choisis en fonction des opportunités foncières. Alors, par rapport à ça, je vous donne quelques éléments qui vont être des éléments de recommandation de France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet, on adhère à l'idée qu'il faut qu'il y ait un développement massif des énergies renouvelables. Et puis le premier point, c'est que ce développement doit être planifié. C'est insistance sur la notion de planification, car seule la planification permet d'atteindre justement une optimisation de l'utilité publique. Donc le développement ne doit pas se faire n'importe où, n'importe comment. Notamment, il doit y avoir une priorité aux espaces déjà artificialisés et ensuite une hiérarchie est limitée au maximum. Voilà, je vais surveiller l'heure, tout va bien. Alors, j'en viens à la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est encore plus complexe. Donc de quoi parle-t-on? La première chose qu'on voit, c'est des usines. Donc c'est des usines de méthanisation. Donc avec les cuves, enfin les digesteurs, c'est des réacteurs en fait. C'est là que se passe la réaction de méthanisation. Donc on va pouvoir capter le gaz, on va stocker les matières qui sont faites. Et puis là en bas, vous avez deux installations qui sont très différentes. Vous en avez une en milieu agricole et c'est plutôt ça dont je vais parler parce que c'est ça qu'on a étudié dans le groupe de travail que j'évoquais en introduction. Et à droite, c'est un méthaniseur qui est couplé à une station d'épuration. Donc ça, c'est un autre cadre réglementaire, c'est un autre type d'installation. Et là, je n'ai pas étudié de près et donc je ne vais pas en parler. Alors, la méthanisation, c'est quoi? D'abord, il faut des intrants. Pour le photovoltaïque, l'intrant, ce qui arrive, c'est le soleil. Voilà, je ne vous ai pas fait un discours sur l'ensoleillement en fonction des saisons, etc. Ici, il faut s'arrêter sur quels sont les intrants dans un système de méthanisation. Donc, vous avez des intrants agricoles. Donc, en fait, c'est un élevage, mais ce n'est pas n'importe quel élevage, c'est un élevage où on peut récupérer les effluents d'élevage. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en stabulation. Et là à gauche, vous voyez le robot qui va récupérer les effluents pour aller alimenter le méthaniseur. Vous avez une autre source agricole, c'est ce qu'on va appeler les résidus végétaux. Et là, je vous ai mis un cas un peu caricatural, mais quand même qu'on a rencontré. C'est vous avez un stock de cannes de maïs qui est un stock assez important qui était destiné à alimenter un méthaniseur. Donc là, on a un intrant qui est en concurrence directe avec le système agricole parce que, en toute logique, les cannes de maïs, vous pouvez les broyer, vous les laissez sur le sol et ça contribue à enrichir le sol en matière organique. Donc c'est une alimentation qui est contestable, en fait, qui va avoir des avantages parce que ça va produire du gaz, mais l'inconvénient, appauvrissement du sol agricole. Et puis en bas, vous avez des déchets agricole ou alimentaire. Donc là, je pense que c'est de la farine. Là, vous avez du pain. Je vous ai photographié qu'un big bag de pain, mais on aurait pu en avoir un peu plus. Là, on ne voit pas, mais c'est de l'amidon. Donc, c'est un industriel qui a raté sa production d'amidon. Donc, il envoie des palettes immenses au méthaniseur. Et puis, à droite, c'est des épluchures pour Andros. C'est quelqu'un qui fait des compotes de fruits. Donc, tout ça, c'est des produits, on va dire, qui ont un fort pouvoir méthanogène. Donc l'agriculteur avec son méthaniseur, il dit ça me booste le méthaniseur parce que ça produit bien du gaz. Moi, je raisonne de l'extérieur. Sur les 4 qui sont ici, le seul que je veux bien garder, c'est les épluchures. Parce que tous les autres, c'est vraiment des déchets. Et la question que je vais poser aux industriels, c'est comment ils s'organisent, ou aux artisans, comment ils s'organisent pour éviter ces tonnes de déchets. Donc là, si je me dis que le seul qui est intéressant ici, c'est les épluchures, je vois un point, c'est que le méthaniseur, pour être utile, il faut qu'il soit positionné à côté d'un élevage, et à côté d'une industrie agroalimentaire qui traite des fruits et légumes.
Alors ça existe, j'en connais un, et j'ai rencontré l'agriculteur, c'est un très vieux copain, lui qui est précurseur, il a démarré en 2014, il est à côté d'un élevage, il avait un élevage lui-même, il est juste à côté d'une usine Andros, ils ont fait un petit chemin et il est livré en direct. Moi je lui dis, mais ton cas de figure qui est fantastique, il n'est pas généralisable, c'est-à-dire qu'on a un site où effectivement on peut se dire, bah, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il optimise son environnement industriel et agricole, mais le potentiel n'est pas généralisable. Alors, ensuite, qu'est-ce qui sort du méthaniseur? Eh bien, il sort, alors, à la différence du photovoltaïque où il sort que de l'électricité, ici vous avez trois énergies. Vous sortez du gaz. Vous pouvez sortir de l'électricité si vous faites de la cogénération, c'est-à-dire avec votre gaz sur place, vous produisez de l'électricité, et puis vous produisez de la chaleur, et vous avez des résidus organiques qui ont encore une fonction, c'est-à-dire que vous allez épandre et qui servent de fertilisant. Donc tout ça suppose une machinerie importante. Là, ce qu'on peut signaler, c'est que le meilleur rendement, ça va être là, si on fait de la production de gaz, qu'on injecte directement dans le réseau. Si on fait de la production d'électricité, on va avoir une très grosse perte, en fait. Donc, l'intérêt et la rentabilité de l'installation de méthanisation va dépendre de ce qu'elle produit. Pour produire du gaz, il faut être à côté d'un réseau de gaz. Si vous avez besoin de construire 10 km de réseau de gaz, déjà vous baissez la performance. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le critère d'installation, donc il faut être à côté d'un élevage, à côté d'une industrie agroalimentaire, à côté d'un réseau de gaz. Mon copain, ça marche toujours, il est à 3 km du village. Donc lui, il avait le gaz, mais ça marche pas partout. Ensuite, il faut du gros matériel pour épandre en fait les digestats. Donc là, quand vous voyez tout ça, vous comprenez ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'intensification capitalistique. C'est-à-dire que les agriculteurs qui se lancent dans la méthanisation, c'est des gros agriculteurs qui sont capables de mobiliser de gros moyens financiers. Et ça renvoie aussi à un biais sur l'évaluation au début. Quand on évalue retour d'expérience des systèmes de méthanisation, on dit ça marche très bien, c'est fantastique, ça a amélioré la performance compétents, qui avaient des moyens financiers, donc ils avaient tout pour réussir. Et effectivement, la plupart ont réussi, même s'il y a un certain nombre d'échecs et d'accidents. Donc voilà le résumé. Alors, un avantage important, c'est que la méthanisation, ça évite la déperdition de méthane lors du stockage du fumier et du lisier. Donc ce qui renvoie au fait que ça va être utile si on est sur une installation d'élevage, et ce qui renvoie aussi à une alternative, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des installations très simples où on commence par récupérer, c'est-à-dire le méthane qui se dégage naturellement, et où après on complète un peu avec d'autres matières agricoles, mais donc ça permet un peu de contester ou de prendre du recul sur les installations très industrielles qui ne vivent qu'avec les apports extérieurs. Alors, ensuite, engouement du monde agricole, donc ça, le digestat est un fertilisant extraordinaire, ça c'est dit par des agriculteurs, donc il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que de l'extérieur, quand on s'intéresse au sujet, on ne peut pas ignorer ça. Donc il y a on a beaucoup de craintes sur l'impact sur les sols, mais pour le moment, ces impacts-là ne sont pas visibles. Et pourquoi ils ne sont pas visibles? Justement parce qu'il y a les apports extérieurs. Et en fait, qui sont les déchets agricoles, ou bien alors les pailles de maïs qui viennent d'une exploitation qui est hors contrôle, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas associé dans le méthaniseur, qui vend sa paille de maïs. Donc quand on fait un retour d'expérience du méthaniseur, lui on ne le voit pas. Il est hors contrôle. Donc on constate que comme il est hors du périmètre, on voit que tout va bien. Et puis donc les inconvénients,
J'évoquais donc les risques accidentels, il y en a. Nous, si on s'est intéressé au sujet en tant qu'association, c'est aussi parce que il y a eu des plaintes, il y a des accidents. On a fait un contentieux à un endroit, une installation qui multipliait les pollutions. Vous avez des nuisances, odeurs, trafic routier. Alors, il y a des riverains qui se plaignent, mais ce qu'on voit en visitant les installations, c'est que c'est des installations défaillantes, c'est-à-dire que c'est le problème de l'industrie. Quand vous avez une industrie qui pollue, est-ce que ça met en cause l'industrie elle-même ou est-ce que ça met en cause la façon dont l'industrie a été gérée et la façon dont l'industrie a été surveillée, c'est-à-dire que ça implique l'État qui est défaillant dans ses contrôles, mais ça n'implique pas directement la technologie, si la technologie elle-même est intéressante. Alors ça dépend du risque, hein, évidemment, mais c'est un point qu'il faut, qu'on peut discuter. Concurrence entre usage des sols, hein, et puis débat non clos sur les impacts sur les sols et leur évolution agronomique. Donc il y a un débat dit de controverse qui a été animé par France Nature Environnement au niveau national. Et en fait, donc, parce qu'il y avait des positions très tranchées là-dessus, notamment l'INRA poussait beaucoup sur la méthanisation. Et quand on est allé dans les retranchements, en fait, on voit qu'il n'y a pas tant de débat que ça, parce que finalement, l'INRA finit par dire, si on raisonne à l'échelle du système, c'est-à-dire en incluant tous les intrants dans le système, à ce moment-là, il n'y a pas de déperdition de matière organique. Donc ce qu'on voit, c'est que la méthanisation, elle peut fonctionner uniquement sur un périmètre plus large que le périmètre de l'agriculture. Ce qui renvoie à la question de l'économie circulaire et des déchets. Est-ce qu'on a envie d'encourager une industrie qui ne fonctionne que parce qu'il y a du déchet dans la chaîne agroalimentaire ? Voilà le débat, en fait. Et est-ce qu'on est sûr que faire de la méthanisation, ça va aider à réduire les déchets? Ben non, parce que s'il y a un débouché pour les déchets, ils ont des chances de rester. Et puis, intensification capitalistique et concentration de l'agriculture, ben, ça renvoie directement à l'exposé de Terre de Liens. Les méthaniseurs, en fait, ils sont tous en forme de société. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le troisième marché qui nous a été présenté tout à l'heure, où la transmission se fait par la vente de parts sociales et où on sort de la transmission classique d'une ferme. Donc quand on monte un méthaniseur, ça veut dire qu'on va monter une société avec 3-4 associés et qu'on rentre dans ce système-là. Donc là, ça débouche sur un débat politique sur la forme d'agriculture que l'on veut. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on recommande? C'est une approche systémique pour inclure toutes les dimensions du problème, l'énergie, l'agronomie, la gestion des déchets, etc. Prendre comme référence les meilleures techniques disponibles d'agroécologie, c'est-à-dire que la méthanisation, elle apporte un progrès quand on démarre de zéro, qu'on ne fait pas de culture intermédiaire, mais quelqu'un qui travaille bien avec des cultures intermédiaires, qui enfouit ses sols, etc., il va, son sol va être toujours couvert, il ne va pas avoir besoin de méthanisation pour être performant sur sa ferme. Et puis surtout, on demande qu'il y ait des garanties sur pas de culture dédiée, c'est-à-dire on ne fait pas du maïs pour nourrir le méthaniseur et il ne faut pas irriguer ce qui va alimenter le méthaniseur et pas de pesticides ou pas d'engrais pour ce qui nourrit le méthaniseur parce que là on accentuerait le cercle infernal de l'agriculture productiviste. Et le dernier point, c'est que comme il y a un débat qui n'est pas clos sur l'évolution des sols, il faut mettre en place un observatoire des sols pour s'organiser sérieusement, pour mesurer comment évolue la qualité des sols. Alors, il me reste 3 minutes, je vais vous passer les sujets de controverse et un peu sur la conclusion, ça je vous ai déjà donné, non mais j'ai les sujets de controverse à votre disposition. Comme j'ai fait 1 heure, je m'arrête là. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro, donc il va se balader dans la salle, alors n'hésitez pas. On a 20 minutes de conversation avec Francis. J'ai des cartouches en réserve. Et puis en plus, voilà, il est armé, donc attention. C'est un éco-terroriste. Oui, merci. Pour le photovoltaïque, vous n'avez pas dit beaucoup de choses sur la fabrication des panneaux et sur l'impact environnemental des panneaux et sur le recyclage après. Alors, sur la fabrication, donc la filière pour le moment, les panneaux sont quasiment totalement importés. Hein, donc voilà, donc ça consomme un certain nombre de matériaux, de ressources. Ce que je ne sais pas dire et ce qu'on ne sait pas dire non plus, c'est la comparaison avec d'autres sources d'énergie. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est une énergie qui a un impact environnemental, c'est-à-dire que ça serait, je ne vous ai jamais dit que c'était des énergies à zéro impact, donc ça va avoir un impact sur l'environnement via la consommation de ressources. Donc c'est pour ça qu'on continue à militer pour la sobriété et la baisse de consommation d'énergie. Mais le seul point, c'est qu'on peut, a priori, ça ne consomme pas plus de matériaux que d'autres sources d'énergie. Sur le recyclage, la filière s'organise et les industriels nous garantissent des taux de recyclage assez élevés. Donc pour le moment, on en est là. Voilà la réponse aussi factuelle que possible. S'il vous plaît, merci pour votre conférence. Je fais juste un commentaire. Est-ce que le bois de Grignan, vous avez résolu le problème? Et puis, par exemple, du côté de l'Épine, c'est la même chose. On détruit des chênes pour arriver à mettre du photovoltaïque. Et ma question, c'était que devient le méthane une fois qu'il a été consommé? Est-ce que ce n'est pas un gaz à effet de serre? Que deviennent les... Le méthane, une fois qu'il a été utilisé. Le méthane. Le méthane. Ah, alors, oui, c'est tout à fait. Alors, sur Grignan, donc le bois de Grignan, c'est au contentieux. Donc il y a eu un référé suspension, ce qui veut dire que le projet qui a été gagné, un référé qui a été fait par les Amis de la Terre de la Drôme, donc le projet est suspendu. Et le jugement sur le fond va prendre un certain temps, en fait. Alors, sur le méthane qui est brûlé, tout à fait, c'est un des éléments... J'avais une formule, voilà. Donc c'est un des éléments du débat, c'est est-ce que les énergies renouvelables se substituent vraiment aux énergies fossiles, en fait, sachant que, comme vous le dites, le méthane, sa combustion produit du CO2, en fait. Hein. Donc ce qu'on dit là, c'est qu'en fait, la production de méthane ou les énergies renouvelables ne sont intéressantes que si il y a effectivement un effort de réduction de la consommation qui est fait. Sinon, ça n'a pas de... Il commence à sortir des statistiques pour montrer qu'il y aurait un tout petit début de substitution sur les dernières années. Mais je pense qu'il est raisonnable de dire que jusqu'à présent, les énergies renouvelables se sont ajoutées aux énergies fossiles et ne se sont pas substituées aux énergies fossiles. C'est pour ça qu'il est, de mon point de vue, il est tout à fait légitime, si on veut, un peu de contester à minima les investissements publics qui sont faits sur les énergies renouvelables. C'est vrai que c'est un vaste débat, et en particulier, je trouve que, par exemple, par la consommation des énergies fossiles, et même le méthane, moi, ce que je constate, c'est que j'ai suivi une start-up qui a démarré vraiment avec, pratiquement dans un garage, et l'objectif, c'est vrai qu'on ne peut pas rester, l'homme il est fait pour avancer. Sauf qu'on s'aperçoit qu'on avance sans tenir compte de l'équilibre de notre Terre. Et si je prends l'exemple de cette société, son but,
et là, il y a maintenant une renommée mondiale. C'est que le but, c'est de réutiliser tout. Par exemple, pour faire du chocolat, il faut beaucoup d'énergie pour le fabriquer, mais ensuite, il faut de l'énergie pour le refroidir. Et bien, ils ont inventé des turbines qui vont permettre de créer de l'électricité et faire tourner des machines. Le but, c'est d'avoir non pas un rendement de 1, mais d'aller récupérer le maximum d'énergie pour qu'il n'y ait pas de déchets qui soient gaspillés. Pour compléter sur cette question de méthane qui émet du CO2, c'est le débat sur ce qu'on appelle le facteur de substitution. Dans les projets, il y a un bilan carbone qui est fait, ou en tout cas qu'on demande, où on calcule qu'est-ce qu'on va éviter comme gaz à émission à effet de serre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce calcul-là est extrêmement arbitraire parce qu'il dépend d'un coefficient qui est le ratio entre un kilowattheure d'électricité produit et des émissions de CO2. Et là, je vous ai montré les différents coefficients qui sont possibles. C'est-à-dire que sur le bois de Grignan, ils ont pris le coefficient quasiment le plus défavorable, qui est 275 grammes de CO2 équivalent émis par kilowattheure, alors que en France, on est plutôt à 70 grammes. Donc si vous raisonnez sur le périmètre français, en fait, vous calculez un bilan carbone avec des stats qui sont liés à la France, vous avez un résultat qui est 4 fois moins intéressant que ce qui est donné par l'opérateur. Et donc on peut inverser le résultat du calcul du bilan carbone en sortant des arguments pour dire comme en France, par exemple, le gouvernement il a une politique pro-nucléaire. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de le constater. Donc on pourrait dire, puisque le gouvernement veut nous faire une politique nucléaire, ben moi je prends des ratios qui viennent du nucléaire. Donc du coup, je prends à ce moment-là un ratio qui est beaucoup plus faible, mettons 6 ou 10 grammes de CO2 par kilowattheure pour calculer l'équivalent de CO2 économisé. Et à ce moment-là, dans le cas du bois de Grignan, ben je montre que l'installation elle n'est pas intéressante. Parce que l'intérêt est totalement minime et ne correspond pas à ce que je perds en coupant le couvert forestier. Une question ici. Merci pour votre exposé. J'ai dû m'absenter quelques minutes, donc j'espère que ma question n'a pas été déjà posée. Vous avez mentionné, je vous remercie, au niveau du photovoltaïque, 2 points qui sont nécessaires à son développement, notamment vis-à-vis de son inconstance et de la production des panneaux solaires. Donc vous parlez de la planification de l'installation des panneaux solaires. Pour moi, du coup, elle devrait aller en parallèle de la planification de ces notions de réadapter la consommation au cycle du solaire, etc. Et voilà, aujourd'hui, dans ce que j'entends, ce que j'écoute, je n'entends pas parler de ces projets-là. Et du coup, j'ai au fond de moi cette crainte que l'installation des panneaux solaires aille plus vite que ce changement sociétal, qui n'est pas un point léger à traiter. Et du coup, transitoirement, le seul moyen que je vois pour absorber l'intermittence des énergies renouvelables, c'est de réaugmenter les énergies fossiles, et c'est ce qui s'est fait jusque-là. Donc est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui dont vous êtes au courant sur cette transition de mode de vie dans nos sociétés ? Ouais. Je suis assez d'accord sur le fait que le sujet n'est pas assez traité. Donc je crois qu'on procède un peu par étapes, c'est-à-dire que la notion de la planification des sources de production d'énergie, le jour où on obtiendra ça, ça sera déjà un premier progrès. Il faut effectivement planifier en même temps les moyens de stockage et de régulation, et ça c'est quand même dans le discours, c'est-à-dire que notamment RTE dans ses scénarios prospectifs a pris en compte cette dimension-là. Dans le scénario 100% renouvelable
renouvelables identifiés par RTE, ils ont chiffré le coût des moyens de stockage. Et après, le sujet des évolutions sociétaux sur l'évolution de la demande, la flexibilité de la demande, là, on en est tout à fait aux prémices. Et puis, c'est à nous à populariser, à porter cette idée-là. Ça renvoie aux actions qu'on fait, par exemple, contre la pollution lumineuse. Ça renvoie à des actions que font d'autres, plutôt les syndicalistes, sur l'évolution des horaires, contre le travail de nuit, des choses comme ça. Là, c'est un sujet qui est devant nous, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à progresser là-dessus. Effectivement, ouais, c'est quelque chose sur lequel, comme on dit, il faut toujours travailler sur la cause des causes, avant de travailler sur les conséquences. Donc c'est vrai que c'est aussi un sujet qui intervient à chacun, tous les jours. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes là présents. C'est pour ça aussi que nous organisons des conférences pour vous permettre de vous interroger, d'aller chercher les informations et aussi, bien sûr, de les partager. Parce que bon, les actions aussi, elles peuvent se faire par les citoyens et ensuite, elle sera amenée vers nos dirigeants. Il y a une question là. Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler les matériaux, les matières premières nécessaires pour la production d'un panneau photovoltaïque? À moins que j'ai peut-être raté une partie de la conférence. C'était au début ou pas? Non, je ne peux pas le rappeler. Vous avez des terres rares, vous avez du verre, de la silice, des matériaux. Non, je ne peux pas le rappeler. C'est une impasse. J'ai pas compris. C'est une impasse dans l'exposé. Donc je ne l'ai pas donné, vous ne l'avez pas raté. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait, moi j'avais des questions donc, notamment sur la disponibilité du gisement. Les gisements sont réputés disponibles. Après, les questions qui se posent sont d'ordre, j'allais dire, géostratégique et éthique. C'est-à-dire que géostratégique, c'est est-ce que, pour le moment, il est bien raisonnable de dépendre de mines et de sources extérieures. Et ensuite, c'est éthique. Est-ce qu'il est bien raisonnable de dépendre d'une activité extractiviste qui est menée dans des conditions sociales déplorables? Mais il n'y a pas, j'ai rien lu sur des interrogations sur les gisements. Le gisement potentiel, c'est un peu comme le pétrole. C'est malheureux, mais les stocks de pétrole sont immenses et c'est pas ça qui va nous mettre en difficulté. Sur le photovoltaïque, c'est pareil. C'est pas le manque de ressources qui nous mettra en difficulté. À l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale. Oui, parce qu'après, si on raisonne avec toutes les relations internationales et toute la géopolitique qui va derrière, ça rajoute d'autres problèmes. Puisque, a priori, les gisements que vous avez cités, ils sont très peu localisés en France. Tout à fait. Et vous parlez des terres rares. Il faut savoir que nous avions des sociétés telles qu'Actochem, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Arkema. Nous avions des mines de terres rares, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'extraire des terres rares, c'est très polluant. Donc voilà, on déplace le problème chez les Chinois. Les Chinois sont propriétaires de tout le savoir-faire des terres rares, parce que tout l'Occident s'est dit, nous, cette merde, pas de compte, pour se tranquilliser, on va l'envoyer chez les Chinois. Donc du fait, voilà, c'est aussi s'interroger de quelle manière on peut rééquilibrer tout ça. Ça renvoie à l'approche systémique, à l'écosystème. C'est-à-dire que le photovoltaïque, en fait, c'est un sujet de filière. C'est pas là, effectivement, on le traite par la centrale, mais si on veut que ça se développe, il faut entraîner une filière. Et là aussi, il y a du retard à l'allumage, mais au niveau européen, ça reste possible. Y a-t-il d'autres questions? Une remarque? N'hésitez pas. Bien, je crois que Francis, tu nous as, comment on dit, régalé de ce côté-là pour essayer d'aller un peu plus loin, de comprendre un peu ce qui se passe sur ces deux façons aussi de traiter l'énergie. Hein. Alors, mais c'est surtout pour tout le monde. Hein, c'est pour que chacun puisse avoir des informations.
Et puis c'est écrit là, hein, Espace Nature Isère. On est une association, loi 1901, et on a cette chance, c'est une reconnaissance, et qui est une reconnaissance légitime, c'est que nous sommes déclarés d'intérêt général. Donc venir partager, gérer tout ce travail avec nous, c'est venir donc prendre une adhésion. Et en plus, on a le bonus fiscal pour ceux qui ont cette chance de payer des impôts. Voilà. Francis, j'étais ravi de te recevoir ici. Je vais te laisser donc le mot de la fin, si tu veux bien. Et on se retrouvera sur la prochaine conférence dans quelques minutes. Et merci à tous et bon festival. Voilà, merci à vous. Le mot de la fin, c'est que c'est une histoire compliquée et où il faut faire des choix, en fait, et essayer de raisonner de manière aussi large que possible. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.